Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire Les affaires en partenariat avec Novipro intitulé Cybersécurité, évaluez votre niveau de maturité en 12 questions. Je me présente, Gaëtan Bourgoin, je suis gestionnaire de projet et stratège de contenu pour les événements Les affaires. Ce midi, à travers ce webinaire interactif, des questions vous seront posées pour définir votre niveau de maturité en sécurité. Comme sécuriser vos façons de faire, vos besoins, vos opérations et donc l'ensemble de votre entreprise et découvrir l'écosystème de l'offre sécurité d'une équipe d'experts en matière. Pour en parler de sujet, nous avons le privilège d'avoir avec nous Roger Ouellet, concepteur de solutions et expert en sécurité de la firme Novipro. Bonjour Roger. Bonjour. Roger, vous êtes responsable de la pratique sécurité chez Novipro. Vous comptez plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information, dont plus de 15 à titre de concepteur de solutions. Vous détenez aussi plusieurs reconnaissances professionnelles importantes au niveau du stockage des données, des systèmes d'exploitation, de la réseautique, de la sécurité, de la continuité des affaires ainsi que des progiciels spécialisés. Vous accompagnez actuellement vos clients à titre d'analyste, conseiller et architecte pour les infrastructures, la protection des données, la communication, la sécurité, la gouvernance et le plan de continuité des affaires, incluant les analyses de risque, analyse d'impact pour les différents processus des entreprises. Je retiens, je vous dirais, la continuité des affaires. Pour les plans de continuité des affaires, vous devez sûrement avoir beaucoup de boulot dans ce temps-ci. C'est assez occupé, effectivement. Ludovic Fader, spécialiste sécurité aussi à la firme Novipro. Bonjour. Bonjour. Ludovic, vous êtes représentant en solutions cybersécurité et réseau chez Novipro. Vous avez plus de 15 années d'expérience dans la vente de solutions à valeur ajoutée. Vous travaillez dans plusieurs domaines d'expertise tels que l'infrastructure, l'info nuagique, le réseau et la cybersécurité. Votre expertise vous donne une vision globale afin d'accompagner vos clients dans des plans stratégiques de haut niveau. Depuis plus de 10 ans, vous conseillez vos clients afin de valoriser, optimiser, automatiser leur réseau, se protéger aussi des attaques en les sensibilisant et en créant avec eux des plans de prévention de risques. Donc, encore beaucoup de boulot aussi pour vous. Hein? Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses en ce moment. Avant de commencer, laissez-moi vous donner quelques indications pour le bon déroulement du webinaire. Si vous souhaitez poser une question en privé durant la présentation, vous pouvez le faire en écrivant dans le coin en bas à droite de votre écran. Nous aurons une période pour y répondre à la fin de la présentation. Il vous sera possible de revoir ce webinaire en différé. Vous recevrez pour ce faire le lien par courriel dès demain. Donc, je vous reviens donc à la petite période de questions. Messieurs, le micro vous appartient. Très bien. Merci pour cette présentation. Bonjour à tous et merci d'assister à ce webinaire. C'est vrai qu'on est dans un contexte qui est vraiment particulier. On est en train de vivre une crise exceptionnelle, ce qui va bien sûr entraîner des nouveaux défis. Donc, on va bien sûr adapter la présentation par rapport à ce contexte, parce que ces nouveaux défis vont bien sûr créer plus de brèches de sécurité. De toute façon, on le voit aujourd'hui chez nos clients. On a beaucoup de demandes pour venir aider nos clients. Donc, nous, on est là pour ça. Et donc, on les aide sur aussi les défis qui sont en train de voir aujourd'hui, comme tout ce qui est télétravail, etc., de pouvoir migrer toutes ces personnes avec du travail à distance. Donc, on va adapter cette présentation aussi pour vous aider. Donc, normalement, on était parti sur 12 questions, mais pour pouvoir vraiment couvrir tout le périmètre, là, on a un peu étendu à 18 questions. Pour les personnes donc, qui ne connaissent pas le groupe Novipro, c'est 26 ans d'expérience, donc 26 ans qu'on accompagne nos clients.
On est basé au Québec, Toronto, bureau à Paris, mais le plus gros bureau donc, est à Montréal. On s'est réparti un peu en 3 pôles d'expertise. Le premier pôle d'expertise, donc c'est tout ce qui est affaires, donc pour accompagner nos clients sur le développement de tout ce qui est ERP, analytique, BI, etc. Le deuxième pôle, c'est tout ce qui est les solutions technologiques, donc accompagner aussi sur l'infrastructure, le stockage, sur la réseautique. Et le troisième pôle principal, c'est l'infonuagique. L'infonuagique, donc, où on va pouvoir faire du service managé pour nos clients, de pouvoir héberger aussi l'infrastructure de nos clients. Ces 3 pôles sont indissociables en termes de sécurité, c'est-à-dire qu'on couvre ces différents pôles avec un service de sécurité pour pouvoir garantir la continuité des affaires. Ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir voir que la sécurité va de bout en bout, aussi bien sur la partie TI que sur la partie TO, pour garantir ce plan de continuité. Ce qu'on voit aujourd'hui sur la partie malware, sur les virus, c'est que les virus et les malwares sont devenus polymorphes, donc vont pouvoir s'adapter, vont devenir intelligents. Lorsqu'ils vont attaquer, vont pouvoir détecter des zones qui sont les plus sensibles. On voit aussi donc des clients aujourd'hui nous appellent lorsqu'ils ont été attaqués et lorsqu'on s'aperçoit effectivement que les malwares arrivent de différentes façons. On peut aussi les avoir, on le voit aussi beaucoup maintenant dans des fichiers qui arrivent par exemple au service RH, qui sont cachés à l'intérieur des CV, donc on ne sait pas effectivement, on ne connaît pas l'adresse mail de la personne, ce qui est normal. Lorsqu'on clique dessus, eh bien, on est affecté. Ces malwares n'ont plus de signature, en fait, n'ont plus de signature classique. Donc tout ce qui était détection avant en termes de signature a vraiment changé. Maintenant, on est vraiment sur du comportemental. Il faut vraiment voir le comportement du fichier pour savoir s'il est affecté ou pas. Donc, on va pouvoir le mettre dans un environnement virtuel pour pouvoir détecter si ce PDF s'exécute normalement. Ensuite, ce qu'on remarque aussi, c'est que avant, on avait des hackers qui étaient donc dans leur cave ou dans leur garage, qui essayaient de faire tomber un site internet ou faire des attaques ciblées. Voilà. Maintenant, c'est vrai que ça a vraiment changé. On a vraiment évolué dans un autre monde. Maintenant, c'est vraiment une organisation, une entreprise qui procède à ces attaques. On a des robots qui envoient des attaques, que ce soit du phishing ou des malwares, etc., sur les différentes entreprises pour avoir, ils ont 3 buts. Soit le premier but, c'est financier, donc d'essayer de récupérer de l'argent, soit de voler des brevets, mais aussi des vols de secrets militaires, parce qu'on voit qu'il y a des organisations américaines qui ont pu se faire attaquer. Donc, on voit aussi qu'il y a des pays aussi qui rentrent dans ce contexte et qui essayent aussi d'attaquer pour pouvoir voler de l'information. Tout ça donne une visibilité qui est limitée, parce que donc on a tous ces défis avec l'IoT, avec le cloud, avec les appareils connectés, avec toute une organisation qui devient de plus en plus importante. Les équipes informatiques, on ne peut pas les multiplier. Donc, on a une visibilité qui va devenir de plus en plus difficile. Sur les différentes attaques qu'on peut voir, c'est vrai que depuis un bon moment, on crée un peu ce qu'on appelle un bunker. Donc, on va créer une infrastructure extrêmement solide, extrêmement sécurisée, mais on va moins s'occuper de l'intérieur. On va moins s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur des usagers. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que 99% des attaques vont être ciblées sur l'utilisateur. Donc, ça a vraiment changé parce que maintenant, c'est beaucoup plus simple d'avoir une personne en utilisant donc du phishing pour pouvoir rentrer dans l'infrastructure. Donc, le phishing peut être présenté de plusieurs manières avec, par exemple, des attaques
qu'on dit au président, comme on se fait passer pour le président pour pouvoir avoir demandé un virement. Un client m'expliquait effectivement que lui, il avait de la chance d'être au Québec parce qu'il avait reçu ce mail. Donc le comptable aurait pu effectuer le virement, mais c'était en anglais et leur président a écrit en français. Donc c'est ce qu'il les a reçus. Mais on a d'autres contextes où effectivement ça a fonctionné. La partie cloud aussi, donc le phishing peut aussi donc, être une copie du site internet. Alors lorsqu'on va rentrer les informations d'identification, tout de suite, si le hacker récupère ces informations, eh bien, on peut accéder au cloud. Donc oui, le cloud est sécurisé, mais cette porte reste ouverte. Donc effectivement, la double authentification ou ce genre de choses sont primordiales lorsqu'on utilise du cloud. Quand je parle cloud, ça peut être Office 365 ou tout autre cloud. Et bien sûr, donc tout ce qui est mail, les mails de phishing, donc sous couvert d'une banque ou d'un transporteur, vous avez reçu un colis, cliquez sur le lien pour faire le suivi, etc. C'est aussi des portes d'entrée. Donc, ce qui est important vraiment, c'est d'avoir une sensibilisation en interne, de pouvoir sensibiliser les personnes pour pouvoir qu'ils aient un peu des automatismes lorsqu'ils reçoivent ce genre d'email. S'il est frauduleux, de pouvoir l'envoyer, ou s'il y a un potentiel, on pense vraiment qu'il est frauduleux, c'est de pouvoir le signaler. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est le temps de détection. En combien de temps on va détecter un malware à l'intérieur de son organisation ou une attaque, ou une brèche. Donc on voit que c'est quand même très important, des mois ou des années. Et parfois même, on s'aperçoit effectivement de cette attaque lorsque le système est tombé. Ce qu'on va nous essayer de faire et ce qu'on conseille à nos clients tous les jours, c'est vraiment d'avoir une pratique bien en amont. Parce que de toutes les façons, enfin, on ne faut pas se demander si on va se faire attaquer, mais il faut plutôt se poser la question quand on va se faire attaquer. Et quand je vais me faire attaquer, est-ce que je suis prêt? C'est de pouvoir avoir un système qui va détecter cette attaque le plus tôt possible pour qu'il fasse le moins de dégâts possible et surtout peut-être aussi de regarder si cette attaque n'est pas le temps d'encrypter, n'est pas le temps d'effectuer de faire tomber enfin entre guillemets le système. Donc, de réduire ce temps au maximum. Dans le plan de continuité des affaires, c'est ce qu'on va essayer de garantir. Ce qu'on remarque par rapport à des attaques classiques, donc ça entraîne des coûts qui sont extrêmement importants. Ce qu'on remarque, c'est que 60% des PME qui subissent des attaques ferment dans les 2 ans. Parce que les attaques coûtent extrêmement cher. Quand on regarde cet exemple, c'est sur une société qui gagne à peu près 50 millions de chiffre d'affaires, 713 000 $. En fait, c'est tout simplement le coût de remettre en service les clients qu'on a perdus, le vol de données, si on a payé la rançon aux hackers, etc. Donc, c'est des coûts qui sont extrêmement importants et c'est vraiment important de se prémunir bien en avance et de détecter lorsqu'on a une attaque le plus tôt possible pour pouvoir réduire ce coût au maximum. Ce qu'on voit, enfin, on a effectivement tout ce qui est endpoint, etc. Mais l'IoT, aujourd'hui, est devenu aussi un réel défi. L'IoT, on a de plus en plus de matériel connecté. Les operating systems sur les IoT vont être différents, donc ce qui peut créer des brèches parce que la sécurité ne va pas être la même sur chaque capteur, par exemple, sur une ligne de production. Donc, on peut rentrer par là. Je donne souvent l'exemple, et je pense que vous l'avez déjà certainement entendu, l'exemple du casino qui se fait attaquer en passant par le capteur qui se trouve dans l'aquarium. Ce capteur est là tout simplement pour gérer la température. Donc, les hackers ont réussi à passer et à hacker ce casino avec ce capteur. Donc, c'est bien important aussi que l'IoT puisse être cartographié et qu'on puisse savoir quel matériel est connecté à notre réseau
parce que on va aussi avoir des législations, hein. Par exemple, on sait que l'État américain ne veut pas travailler avec certaines marques, donc on doit connaître ce qui se passe sur notre infrastructure, qu'est-ce qui est connecté, quel appareil est connecté, et puis savoir le manager et savoir il est sécuritaire. En termes de données, donc là, c'est vrai qu'on a eu une explosion de la donnée. Il y a eu donc 90% de la donnée qui ont été faits sur ces quatre dernières années. Donc sur la donnée, c'est vrai que là, on va aussi avoir quand même beaucoup de défis. C'est-à-dire qu'on va devoir savoir si c'est une donnée sensible. Donc, par exemple, j'ai un numéro d'AS sur un document, il va falloir automatiquement pouvoir le mettre en tant que données sensibles, parce que si on vole ces informations de clients, ces données sensibles, automatiquement on peut avoir des poursuites. Je pense, donc là, il y a des projets de loi qui sont en train de se faire au Canada, mais en Europe, par exemple, il y a déjà la GDPR qui sévit en cas de vol d'informations, qui peut aller jusqu'à 20 millions et 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc, dès qu'on commence à faire des affaires avec l'Europe, que ce soit par le biais d'un site internet ou autre, on rentre sous le coup de cette loi. Donc, il faut avoir une traçabilité de la donnée, il faut savoir la cartographier et puis avoir une vraie politique de la donnée. Donc, 61% des entreprises détiennent de la donnée sensible. Donc, ce qu'on va appeler données sensibles, comme je disais, il faut vraiment bien tracer cette donnée. Ce qu'on va appeler effectivement données sensibles, pour moi, ça va être toutes les informations personnelles qu'on va avoir du client. Donc, ça va être important effectivement de pouvoir gérer tout ça. Pour passer à la suite, je vais laisser mon très cher collègue Roger vous expliquer donc ces différentes méthodologies. Roger, je te Merci, passe la Ludovic. main. Puis en fait, je voulais rajouter aux statistiques que tu viens de parler au niveau des données qu'il y a 60% des entreprises qui auraient des données sensibles de leurs clients, qu'il y a 100% des entreprises qui ont des données sensibles sur leurs employés. Souvent, les gens ont tendance à oublier cette partie-là, mais ça demeure de données sensibles, même si ce sont des employés. Donc là, on parle de la méthodologie Zero Trust. Quand on y pense, c'est un buzzword. Des buzzwords, il y en a sorti, on a depuis les années 90. En 90, on parlait des virus. C'était-tu vrai, c'était pas vrai? On se posait bien gros la question. Ensuite de ça, dans les années milieu 90, on a eu la numérotation automatique, du wiredialing. Je vais avouer que ça marche encore aujourd'hui, mais c'était le buzzword qu'on avait dans ces années-là. Ensuite, vers la fin des années 90, on a eu les DPS firewall, qui ont jamais vraiment levé. Ça a tout le temps été demeuré un buzzword, là, dans le fond. Tout ce que ça faisait, c'était un policy services, là, mais ça a demeuré un buzzword. Ensuite, au début des années 2000, il y a eu les KPI. À l'époque, ça n'a pas levé. Aujourd'hui, je dois avouer qu'on en parle de plus en plus. Ça demeure, ça a dépassé le buzzword. Dans le milieu des années 2000, on a le Next Gen Firewall qui est sorti. Aujourd'hui, on est rendu à la, je pense, 4e version depuis le temps que ça a sorti. Et c'est rendu pratiquement un de facto standard. Quand tu prends un firewall, souvent aujourd'hui, la plupart du temps, tu vas te retrouver avec un firewall qui est de Next Gen, c'est-à-dire qu'il va faire plus que juste du firewall, il va faire des fonctions avancées de sécurité. Ensuite, dans les années 2010, milieu 2010, on a eu le AI, Big Data, qui aujourd'hui, ça a pris du temps à lever, mais on va s'entendre qu'aujourd'hui, les grandes entreprises, les grandes entreprises veulent fonctionner avec, au moins que le Big Data et l'AI devient de plus en plus, est utilisé beaucoup au niveau de la sécurité. Et maintenant, on parle de Zero Trust. Donc, ce que Zero Trust, pourquoi qu'on parle de Zero Trust aujourd'hui? Et puis en fait, même si on se met à regarder les différents manufacturiers qu'on a en sécurité, vous allez sur leur site et ils vont vous dire nous sommes le Zero Trust, on respecte le Zero Trust. Mais Zero Trust, c'est pas un produit, là. Pourquoi qu'on parle de Zero Trust en tant que tel?
il faut regarder où est-ce qu'on est rendu au niveau de notre environnement. Ludovic en a fait mention tantôt, il a parlé des OT. On a du IoT, on a des sensors, des aquariums, des thermostats, on a des PC, on a des laptops, on a des téléphones, on a un paquet d'équipements et on a des applications qui sont locales, des applications qui sont dans le cloud. On a l'industriel qui communique avec le TI. Tout ce beau monde-là, ça parle ensemble. À un moment donné, il faut être capable de contrôler cet environnement-là parce que ça devient vraiment un gros problème de sécurité. Donc, dans les Zero Trust, il y a plusieurs méthodologies. Alors, on a le Zero Trust de Forrester, le CARTA de Gartner, on a le Comply du Department of Defense, NIST en a sorti une. Il y a plusieurs frameworks ou méthodologies qui ont été sorties par rapport au Zero Trust. Maintenant, particulièrement, moi je travaille avec Forrester, mais à la fin, ça s'équivaut. Il faut penser que le Zero Trust en tant que tel, c'est pas une histoire de dire que, parce que souvent quand on fait des présentations, on va dire Roger, tu es certifié sur le Zero Trust, donc on ne veut pas te faire confiance. C'est pas une histoire de pas avoir confiance en personne, c'est pas une histoire d'un nouveau périmètre, c'est pas une modernisation d'un VPN. C'est pas un produit, comme je disais tantôt, même si on va voir les différents manufacturiers, ils vont dire qu'ils sont Zero Trust. Non, c'est pas un produit. Ce que c'est la méthodologie de Zero Trust, c'est un business enabler. C'est une architecture qu'on bâtit, c'est un ensemble de technologies et de procédés. Le but, c'est de, même si ça peut sembler complexe, ça sert à réduire la complexité parce qu'on fait une architecture, c'est vraiment une mentalité qu'on met en place. Et dans ce qu'on vit présentement avec la pandémie, les gens qui travaillent à la maison amènent un autre niveau de complexité qu'il faut sécuriser également. Donc, il faut y penser. Quand on parle maintenant de Zero Trust en tant que tel, la méthode est basée sur des compétences. Donc, comme je disais tantôt, ce n'est pas une histoire de produit. On y va avec des compétences et les compétences on travaille, il y a 6 compétences. Le nœud central de tout ça, ce sont les données. Les données, c'est la vie de l'entreprise. Tu as le réseau, tu as tous les appareils qui se branchent sur le réseau en tant que tel, qui accèdent à l'entreprise, les personnes, donc les gens, toute âme qui se branche au réseau, les workloads, et ensuite de ça, on va parler de la visibilité, de l'orchestration et de l'analytique. Ça, ce sont les champs de compétences. Là, ce qu'on va faire pour commencer, il y a un sondage qui est affiché. Donc, le sondage, on va vous demander de répondre à la question, mais voici le sondage. Donc, le sondage en tant que tel, vous allez répondre ça, c'est pour essayer de voir votre évaluation que vous avez aujourd'hui. Ce que vous pensez, à quel point vous pensez être sécuritaire, vous êtes mature dans votre niveau de sécurité de l'entreprise. Donc, si on regarde les gens qui ont répondu, possède un bon niveau de maturité, mais quelques améliorations sont à, 55% pratiquement pensent que ça va bien. Et là, on est rendu à 43, 50, à peu près la moitié des gens qui ont répondu. OK. Fait que ça va être intéressant de voir suite aux questions qu'on va vous poser. Dans les questions qu'on va vous poser dans les 18 questions et non les 12 finalement, vous allez avoir à répondre entre, dans le fond, un instant, je vais vous montrer ça ici. Donc, les questions, vous allez de 1 à 5. Donc, vous allez prendre un bout de papier, vous allez prendre votre score pour chacune des questions. Donc, 1, vous êtes en désaccord complet. 2, un peu en désaccord. 3, je ne sais pas, ou neutre, comme on pourrait dire. 4, un peu en accord. Et 5, totalement en accord. Donc, la solution est implantée. Ce qu'il faut penser là-dedans, quand on remplit ou qu'on fait ces questions-là, dans certains cas, on va poser une question, la technologie, vous l'avez achetée, mais pas implantée.
Donc, est-ce que c'est en place? La question va être, est-ce que c'est en place? Donc, vous l'avez la technologie, mais pas implantée, pas utilisée, vous ne l'avez pas. Donc, votre score, il faut que vous le preniez comme ça parce que c'est là votre numéro de maturité, ce n'est pas ce que vous avez acheté, c'est ce que vous utilisez. Donc, si on continue, donc le sondage, on a posé les questions, donc on a vu que plus de 50% de vous croyez que vous étiez quand même en bonne posture. Le premier champ de compétences, ce sont les données. Donc, les données, comme je disais tantôt, c'est l'existence de votre entreprise. Ça peut être votre ERP, ça peut être des données qui sont structurées ou non structurées. Ça peut être des données qui sont locales, comme qu'elles peuvent être dans le cloud. Donc, il faut comprendre que les données en tant que telles, ils n'ont pas nécessairement la même importance. Donc, il faut être capable de travailler avec ça. Donc, si on y va pour la première question que vous devez répondre, vous avez mis en place des mesures afin de découvrir les données et les applications, quelle que soit leur localisation et leur importance. Si on ne sait pas ce qu'on a comme données, c'est difficile de se protéger, de savoir qu'est-ce qu'on a à protéger. Donc, c'est une des questions, la première question que vous devez répondre. Donc, si vous n'avez pas mis en place ces outils-là, donc vous êtes en désaccord, donc c'est 1. Vous êtes un peu en désaccord, 2, 3, c'est je ne sais pas, 4, un peu en accord, et 5, je suis en accord complet avec cette affirmation-là. Deuxième question, encore une fois pour les données. Maintenant qu'on sait, on a découvert nos données, on sait c'est quoi nos données, est-ce qu'on a mis en place des schémas de classification? Comme je disais tantôt, ce n'est pas toutes les données qui ont la même importance. Donc, il faut être capable de déterminer l'importance de chacune de ces données-là. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas mis ça en place, vous êtes donc en désaccord 1. Un peu en désaccord 2, je ne sais pas 3. Un peu en accord 4 et en accord complet, donc vous avez mis ça en place et c'est fonctionnel, 5. Prochaine question. Maintenant, pour ces données-là, les données qui sont critiques pour l'entreprise, vous avez mis un système pour faire de l'encryption, du cryptage de données, que ce soit au repos, donc ça sur les disques, que ce soit en transit, donc on est en train de transiger entre deux sites ou entre le serveur, entre deux serveurs, entre le serveur et l'usager. Donc, quand la donnée se déplace, elle est encryptée. Donc, encore une fois, de 1 à 5, votre score. Donc, prochain champ de compétences, les réseaux. Donc, le réseau en tant que tel, c'est ce qui permet la communication entre tous les éléments de votre environnement. Donc, ça peut être une communication qui se fait filaire, qui peut être sans fil. Il ne faut pas oublier, tantôt, comme on a parlé, il y a du OT, donc maintenant au niveau de l'industriel et le TI, ça se parle. Donc, il faut s'assurer que tous ces éléments de communication-là sont en sécurité. Puis, encore une fois, le télétravail aujourd'hui apporte d'autres défis qu'il faut gérer. Donc, le réseau est à considérer là-dedans. Donc, la première question qu'on doit se poser au niveau du réseau. Vous avez mis en place la segmentation et l'isolation des éléments de réseau critiques. Donc, on parle vraiment de segmentation pure et dure. Donc, on parle de, exemple, VLAN, des choses comme ça, qui vont permettre d'isoler les différents éléments. Certains éléments peuvent se parler, certains éléments ne se parleront pas. Il faut donc assurer la communication, la ségrégation des réseaux. Encore une fois, de 1 à 5, votre score. Vous avez mis ça en place. C'est 1 si vous ne l'avez pas fait finalement. La deuxième question par rapport au réseau. Donc, maintenant qu'on a mis en place la segmentation, est-ce qu'on a mis des outils pour faire vraiment un vrai contrôle de communication qui se passe entre ces segments-là? Donc, vous avez mis
pare-feu, un firewall, next-gen, comme on parlait tantôt. Donc, on met des éléments qui s'assurent de sécuriser et de mettre des règles en place pour que la communication, s'il y a de la communication qui se passe entre les segments, qu'elle soit sécurisée. Donc, votre score entre 1 et 5. La troisième question par rapport à cette compétence-là. Donc aujourd'hui, si on pense à toutes les communications qui se passent entre les systèmes, entre les serveurs, on accède à Facebook, on accède à Dropbox, le trafic est encrypté. Donc ils vont utiliser une clé d'encryption, du SSL ou quelque chose dans ce genre-là pour faire l'encryption. Maintenant, les données, si on ne sait pas quelles données qui passent dans l'SSL, parce que même les hackers aujourd'hui vont utiliser SSL, ils vont mettre un botnet chez vous ou quelque chose et ils vont communiquer en SSL avec un trafic encrypté. Fait que si on n'est pas capable d'inspecter le trafic encrypté, on ne saura pas ce qui va passer sur notre réseau. Par contre, il faut faire attention quand on met en place des solutions pour inspecter le trafic encrypté, il faut que ça soit définitivement publié à l'interne à vos employés que vous le faites. Parce que si j'utilise un poste, mettons, je vais faire des transactions bancaires, je vais faire un dépôt ou quelque chose sur mon compte, de savoir qu'il y a quelqu'un qui est en train d'ouvrir cette communication-là, ça a un certain impact éthique. C'est ce qu'on appelle un man in the middle, finalement, là, à quelque part. Donc, il faut juste s'assurer que si on fait ça, que ça soit communiqué aux personnes à l'interne et que ça soit vraiment au niveau politique et non à cachette. À cachette, ils appellent ça des hackers. Donc, encore une fois, le score entre 1 et 5 par rapport à cet outil-là. Donc, vous avez compris qu'il y a 3 questions par compétence. Le prochain champ de compétences, c'est le workload. Donc, le workload, c'est un stack complet, c'est la pile complète d'une application. Qu'est-ce qu'on entend par une pile complète d'une application? C'est exemple si on prend un serveur SQL qui est sur un serveur Windows, qui est sur un VMware, qui parle avec un serveur applicatif Windows, qui est sur un autre serveur, qui est tout le lien qui se fait entre chacun des éléments, donc le stack complet, donc le SQL qui est sur un serveur Windows, qui est sur un hyperviseur, qui est sur autre chose, donc ça, c'est un workload. Donc il faut, puis chacune des communications qui se fait entre chacun des éléments du workload est un vecteur d'attaque. Donc, maintenant, il faut regarder comment on va protéger ce genre de choses-là. Puis un workload peut être aussi hybride. Tu peux avoir une partie du workload, d'un workload qui est dans le cloud et une partie qui est à l'interne, donc une communication qui se fait là également. Donc, il faut s'assurer de protéger cet environnement-là. Donc, première question par rapport au workload. Est-ce que vous analysez ces workloads-là dans le nuage interne ou s'ils sont en hybride? Donc, est-ce que vous avez quelque chose en ce moment pour faire l'analyse de ces workloads-là? Encore une fois, score de 1 à 5. Deuxième question. Ça va être un petit peu plus compliqué, des API. Les API, ce sont des interfaces de programmation qui permettent de faire des liens entre différentes applications. Donc, on peut avoir une application qui est dans le cloud et qui communique avec une application qui est interne, mais l'application qui est dans le cloud, c'est une application qui est à la Salesforce, par exemple, ce genre-là. Donc, les autres vont fournir un API qui va nous permettre de programmer, de faire un lien entre ça. Maintenant, des API, ça demeure quand même des personnes qui les programment. Donc, il faut s'assurer que les API utilisés, ce sont des API qui sont autorisés, sécurisés, et c'est seulement des utilisateurs qui sont validés qui puissent les utiliser. Parce que si c'est n'importe qui est capable d'implanter un API, ben, il pourrait rendre des données sensibles, accessibles à du monde à l'externe ou voler des données. Donc, c'est important que ces API-là soient sécurisés puis validés et par des utilisateurs qui ont le droit. Donc, encore une fois, d'entre 1 et 5, donc vous n'avez pas aucun contrôle là-dessus, donc c'est 1, et vous avez
tout en place, c'est protégé, donc c'est 5. Donc 1 à 5. Troisième question. Est-ce que vous faites une surveillance des systèmes infonuagiques contenant des données relatives à la conformité? Donc, si pour une raison quelconque vous avez des, que ce soit législatif, que vous avez des conformités à respecter, est-ce que vous avez, même si les données sont dans le cloud, est-ce que vous avez mis en place des outils pour contrôler cette conformité-là? On le fait à l'interne, il faut le faire à l'externe aussi, même si les données ne sont pas à l'interne. Donc, encore une fois, de 1 à 5. Le prochain champ de compétences, on va parler des appareils. Les appareils en tant que tels, c'est tout ce qu'on branche sur un réseau. Donc, que ce soit du IoT, que ce soit du OT, tout appareil doit être sécurisé. Et aujourd'hui, quand on pense à ce qu'on fait aujourd'hui, où ce que tu vas avoir à la maison, on va avoir des gens qui travaillent à la maison, dû au télétravail, vont utiliser dans certains cas, les appareils du bureau qui vont être emmenés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies qui font ça parce que bon, on était tellement pris à rapidement réagir que justement, il y a des gens qui n'avaient pas le choix ils partaient avec les appareils du bureau. Donc, ceux-là sont quand même contrôlables, mais dans d'autres cas, on va se retrouver avec des usagers qui utilisent des postes de la maison. Donc, c'est mon PC personnel où ce que mon enfant joue à ce qu'il voudra. Et après ça, je l'utilise pour me brancher au bureau. Donc, c'est des appareils qui doivent être... donc, ce n'est pas des appareils d'entreprise, donc il faut quand même réussir à contrôler ce qu'ils font. Donc, pour sécuriser ces environnements-là, pour savoir notre compétence par rapport aux appareils, donc vous avez mis en place des outils pour supprimer les configurations par défaut, les mots de passe, les menaces qui sont hard-coded dans les IoT, mobiles ou tout appareil. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que bon, si je mets en place, quand on revenait tantôt, quand Ludovic a parlé de l'aquarium, ben, il y a le sensor qui était là, donc il y avait quelque chose à l'intérieur de ce code-là qui était non sécurisé ou qui avait une faille ou quelque chose. Si on s'en va sur Internet, il y a quelques sites connus qui nous permettent de savoir toutes les places où tu as telle caméra d'installer, telle chose d'installer. Ils vont te dire quelle adresse IP que tu peux passer pour aller l'accéder. Donc, il faut être capable de gérer ces appareils-là, il faut être capable de s'assurer que la configuration qui est là et les mots de passe qui sont là ne sont pas par défaut. J'ai des clients qui ont malheureusement mis des sensors de température sur de la machinerie et si on écoute le réseau, on voit les mots de passe, les usagers, tout ce qui par défaut qui sont là. Donc, il faut être capable de gérer ça et de nettoyer ça. Ça s'applique au IoT, au téléphone et tout autre appareil. Donc, vous avez mis en place des outils pour faire ça. Donc, en accord ou en désaccord, 1 à 5. Deuxième question. Vous avez des outils en place, des technologies pour faire la gestion des vulnérabilités. Une des choses qui est primordiale à faire, c'est la gestion des patchs donc sur les postes. Donc, il y a des outils pour découvrir ce que vous avez mis en place ou non, et des outils aussi qui nous permettent de pousser justement d'installer ces patchs automatiquement-là. Et même, ça peut aller plus loin parce que si les patchs ne sont pas installés, tu n'embarques pas sur le réseau. Donc, vous avez des outils mis en place pour faire ces choses-là. Donc, encore une fois, de 1 à 5. Dernière question par rapport aux appareils. Vous avez des outils pour faire de la microsegmentation et de l'authentification. C'est quoi la microsegmentation? Moi, je reviens à un stack que je disais tantôt où tu vas avoir un serveur applicatif avec un serveur de BD, tu peux peut-être avoir un serveur web. Le serveur web qui parle avec le serveur applicatif,
ne devrait pas avoir besoin de communiquer d'une autre façon que le port qui est utilisé qui est requis pour parler à l'application. Et l'application ne devrait pas avoir besoin de parler avec un autre port que le port SQL. Donc, c'est de s'assurer que la communication qui est acceptable, qui est acceptée, soit le minimum requis. Donc, on ne s'en va pas au maximum, on s'en va au minimum. Par exemple, j'accède à un serveur web ou à un serveur, mon CRM, exemple, qui est accessible avec une page web HTTPS, ben, je n'ai pas besoin de voir ce serveur-là en utilisant mon Windows Explorer. Je l'ouvre avec une page web. Donc, je devrais être capable d'accéder à ce serveur-là seulement et uniquement avec la page web. Donc, on va établir une micro-segmentation comme ça. Et je vais authentifier aussi les appareils. Donc, un appareil doit être identifié sur le réseau, que ce soit avec des MAC adresses ou d'autres. Il y a d'autres outils qui permettent de reconnaître un appareil. Donc, si je prends, exemple, un système téléphonique et il y a un MAC adresse, je peux être capable de brancher cet appareil-là. Mais de prendre un MAC adresse, de le mettre sur un autre appareil qui n'est pas un système téléphonique, ben, il va se rendre compte que ce n'est pas l'appareil qui prétend être, donc il ne le permettra pas d'embarquer sur le réseau. Donc, encore une fois, de 1 à 5 pour cet élément-là. Prochain champ de compétences, c'est l'analytique, visibilité et automatisation. Donc, pourquoi qu'on parle de ça? C'est que aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme attaque possible, tout le monde qui est là pour tous les robots qui nous émettent des attaques, d'avoir, si on ne voit pas ce qui se passe, c'est impossible de se protéger. À la TV, les ninjas sont capables de bloquer les coups avec les yeux bandés, mais en vérité, c'est pas ça, là, ils vont manger des coups. Donc, sur le réseau, si on n'a pas la possibilité de voir ce qui se passe, on ne sera pas capable de se protéger. Ensuite de ça, il faut avoir des outils qui nous permettent d'analyser rapidement parce qu'il y a tellement de communication et tellement de choses qui se passent, de mettre des ressources humaines qui vont juste être capables de regarder des écrans et de comprendre ce qui se passe là. On va être une tonne de personnes à regarder des écrans, puis avant de pouvoir réagir et de comprendre ce qui s'est passé, on va être dans le trou. Donc, on va mettre des outils comme des SIM, des outils pour analyser ce que fait un utilisateur, un User Behavior Analysis. Donc, est-ce que c'est normal que cet usager-là fasse telle et telle chose? Donc, on va mettre des outils comme ça qui vont nous permettre d'avoir une visibilité, d'analyser ce qui se passe, puis aussi d'automatisation, parce que, encore une fois, on va avoir beaucoup d'outils, on va avoir beaucoup de choses, il faut être capable d'automatiser, de réagir le plus rapidement possible et de mettre aussi des politiques rapidement. Donc, la première question qu'on va se poser par rapport à ça, c'est est-ce que vous avez mis en place des technologies d'automatisation permettant de gérer et de contrôler les règles de pare-feu, la segmentation ou le contrôle des infrastructures? Ça ici, cette question-là, ce n'est pas une question qui dit est-ce que j'ai quelque chose pour réagir rapidement? C'est quand je fais quelque chose, j'ai besoin d'une nouvelle règle, j'ai un nouveau PC, j'ai une nouvelle chose, est-ce que c'est automatique? Je mets en place les règles que j'ai besoin de mettre en place automatiquement. Donc, j'embarque sur un réseau avec un PC, ben, le PC s'en va automatiquement dans tel VLAN. Il va se placer, il va faire ça, il va mettre les règles en conséquence. Je fais un nouveau VLAN, tout se met en place automatiquement. Donc, c'est une automatisation de la mise en place des règles de sécurité. Ça, c'est la première question, encore une fois, de 1 à 5. La deuxième question, est-ce qu'on a les outils en place pour capturer le trafic et analyser le trafic du réseau? Encore une fois, si je ne vois pas ce qui se passe sur le réseau, je suis aveugle, donc je ne pourrai pas réagir. Donc, il faut que j'aie les outils en place pour analyser le trafic. Qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui ne fait pas du sens? Quand on parle souvent de communication East-West ou Nord-Sud, donc c'est-à-dire, normalement, je parle avec un serveur, je ne parle pas avec mon voisin au niveau de la télécom, je ne parle pas au PC d'à côté. Donc, si je me mets à parler avec le PC d'à côté, ce n'est pas normal. Donc, il faut être capable de réagir. Si on ne le sait pas, on ne pourra pas réagir. Encore une fois, de 1 à 5. La troisième question, celle-ci, elle pourrait ressembler à la première, c'est est-ce que j'ai des outils automatisés pour réagir? Dans le fond, c'est des actions automatisées. Donc, j'ai un PC. Là, on vient de dire j'analyse mon trafic dans la question 2. Je me rends compte que le PC parle avec le PC du voisin. C'est pas normal.
je dois être capable de réagir rapidement. Donc, cette question-là, c'est que j'ai des outils en place qui vont faire en sorte qu'ils vont bloquer le port, vont peut-être bloquer le port, envoyer le PC dans un autre VLAN, le faire scanner, le faire peut-être qu'il n'est pas à jour. Donc, on va réagir, on va changer les règles de firewall automatiquement pour le bloquer. Il faut juste mettre en place un outil, ce qu'on appelle un SOAR, donc c'est S-O-A-R. C'est ce que vous avez mis en place, cela. Donc, encore une fois, de 1 à 5. Donc, on a fait maintenant cet élément-là. Il reste quoi? Bon, là, on est rendu vraiment bon. Là. On a toutes les technologies en place, on a les outils. Le hacker, il n'est plus capable de rentrer, il n'est plus capable de rien faire. Fait on l'a forcé à aller sur les usagers. Puis, à un moment donné, on a beau chialer contre les usagers, c'est lui qui reste comme vecteur d'attaque. Si on a mis tous les outils à protéger, ce qui reste, c'est lui. Puis, le hic avec tout ça, c'est que on a tellement compliqué la vie des usagers. Mettre des mots de passe de 15 caractères qui sont illisibles avec des caractères spéciaux, puis des majuscules. Puis là, change-les 60 jours, puis en passant, les 45 applications que tu utilises, mais pas le même mot de passe. Fait que l'usager, il fait quoi? Ben, il se met des yellow stickers un peu partout, il se met des choses, il se met quelque chose pour s'en souvenir, parce que c'est impossible de se souvenir de tout ça. Fait que tout ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a rendu, on a rendu la chose plus compliquée qu'avant et plus à risque qu'avant. En fait, quand j'ai un des chanceux qui a été à la conférence RSA à la fin février. J'ai rencontré là-bas des gens du NIF. Dans le fond, la réglementation qu'ils ont sortie pour le 15 caractères, ils ont sorti ça à l'époque, et je parlais à un de ceux qui avait écrit cette réglementation-là. Et il a dit qu'il fallait juste sortir quelque chose. Ils ont sorti quelque chose qui, aujourd'hui, ils sont conscients que ça a juste fait en sorte que nous sommes plus à risque qu'avant. Donc, ce qui nous reste à protéger, c'est les personnes, ou les gens qui embarquent sur le réseau. Donc, il faut s'assurer de protéger ces gens-là. Et comment on va faire ça pour les protéger? En fait, je reviens à ce que disait NIST, les 15 caractères. Aujourd'hui, on va parler, NIST parle de passphrase. Donc, on va parler maintenant de 3 mots, 6, 8 caractères, puis qu'on va changer une fois par année. C'est plus simple à retenir. Puis même encore, aujourd'hui, on parle d'aller plus loin que ça avec des outils, des sécurités qui sont du niveau avec une authentification sans mot de passe. Donc, pour simplifier et sécuriser davantage, parce qu'à un moment donné, il y a des limites à ce qu'un usager peut réussir à réaliser. Donc, quand on revient à nos questions, pour les personnes, bon, est-ce qu'on authentifie les appareils, les utilisateurs sur le réseau, les applications système avec un système granulaire? Donc, pour les gens, au niveau des TI, on va parler de Role-Based Access pour la gestion des équipements, mais dans les applications, est-ce que quand j'ai authentifié mon PC sur le réseau, j'ai authentifié mon utilisateur correctement, il a le droit d'embarquer sur le réseau et d'aller sur ce VLAN-là. Quand il arrive à l'application, est-ce que dans l'application, il a accès seulement et uniquement à ce qu'il a besoin d'accéder? Donc, si j'embarque dans le CRM, je n'ai pas nécessairement besoin de tout voir ce que la personne de finance a besoin d'avoir accès, et vice-versa. Donc, les systèmes, les applications, dans ce qu'on appelle les projets de GIA ou de IAM, donc la gestion des identités et des accès, on va s'assurer qu'on a accès à ce qu'on a besoin d'accéder seulement. Donc, encore une fois, je suis en accord ou en désaccord de 1 à 5, encore une fois. Donc, la deuxième question par rapport aux personnes. Est-ce qu'on utilise une authentification à 2 facteurs ou à 3 ou à multiple factors? Donc, puis encore mieux, comme je disais tantôt, avec sans mot de passe. Donc, ça, c'est la nouvelle techno FIDO qui utilise un token ou des choses comme ça, ou avec la rétine. Puis quand on fait de projets d'authentification à 2 facteurs ou autre, d'un programme IAM, il faut penser que c'est un projet. IAM, c'est un projet. Hein, c'est pas une histoire de juste mettre une solution en place, c'est un projet, il faut y penser. J'ai vu, je lisais un article à un moment donné que c'était
dans un hôpital, ils ont voulu implanter un système de gestion des identités comme ça, à 2 facteurs, et ils voulaient utiliser les empreintes digitales. Le nombre de fois qu'un docteur, qu'une infirmière doit enlever le gant et être capable de les peser, ça ne marche pas. Là. Donc, quand on va faire un projet d'IAM, il faut vraiment faire une vraie analyse, d'aller chercher les vrais utilisateurs et avoir un buy-in des utilisateurs. Comme ça, c'est la seule façon que ça va fonctionner. Donc, encore une fois, la question, utilisez-vous une authentification à 2 facteurs? Donc, si oui, c'est 5, et si vous êtes non, ben, c'est à 1, et vous avez de 2, 3 et 4 possibles comme réponse. Troisième question. Maintenant, est-ce qu'on collecte les données de télémétrie par rapport à ce que les utilisateurs font, les administrateurs font? Dans un projet d'authentification ou de IAM, on va mettre souvent un PAM, donc qui est le Privilege Access Management. Donc, on va loguer et donner un accès aux administrateurs. Puis le PAM peut être aussi par rapport à des consultants externes qu'on va être capable de gérer ça, d'avoir une place pour gérer et de vraiment collecter les données pour savoir ce que les gens font. Donc, de 1 à 5. Bon, maintenant qu'on a réussi, on a collecté ça. Je vous laisse calculer votre pointage pour chacune des compétences. Et pour le fun, vous pouvez me dire si ça fit avec ce que vous pensiez au début. Oui. Roger, pendant que les personnes calculent, est-ce que tu peux nous préciser si l'importance des champs de compétences sont les mêmes pour tout le monde? En fait, non, pas du tout. Quand c'est bien précisé, si je prends une entreprise, par exemple, qui utilise pratiquement pas de bureau, ou il n'y a pas de bureau, les gens travaillent tout à la maison comme présentement, qui utilise Salesforce et un mail quelconque dans le cloud, ben, il n'y a pas nécessairement les mêmes, de sécuriser le réseau. Il n'y en a pas de réseau, ils sont chez eux. Est-ce que donc, chacune des compétences va quand même varier, l'importance de chacune des compétences va varier. C'est pour ça que ce n'est pas un score global pour l'ensemble, c'est par compétence. Donc, dans certains cas, même si ta compétence analytique ou je sais pas, réseau est débutant, mais tu n'as pas besoin, c'est pas grave. Il faut juste arriver, il faut juste que ça ait une logique. Puis quand on travaille sur des projets, sur sur la maturité ou sur des projets de zéro trust, on y va toujours par projet, par élément, et non par, on ne peut pas réaliser l'ensemble de l'œuvre d'une shot. Donc, vous voyez en tant que tel votre score, vous savez maintenant si vous êtes en débutant. J'imagine que la plupart de vous devez être entre débutants et intermédiaires. Maintenant qu'on sait ça, on fait quoi par rapport à ça? Le but de tout ça, c'est d'être capable de se faire, comme je disais, des projets pour avancer. Mais pour avancer, la sécurité, c'est une histoire de direction. Hein. Ça se passe au niveau du board. Si on n'a pas l'aval du board pour avancer sur des projets de sécurité, on n'avancera pas. Donc, l'idée, c'est, mettons qu'on va se dire que je suis au niveau du personnel, par exemple. Mettons, les personnes, je suis un débutant avec un score de 5, par exemple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une analyse de risque. L'analyse de risque, ce qu'on va dire, c'est que, bon, dû au fait que les failles qu'on a au niveau de la gestion du personnel va nous amener une probabilité de risque de X, Y, Z, mais ce risque-là, l'impact, ça peut être un impact qui est financier direct, ça peut être réputationnel, ça peut être différents impacts, mais ces impacts-là vont nous amener un coût de, on va donner des chiffres pour le fun, 1 million. Donc, il se passe quelque chose, j'ai une attaque, j'ai une perte de chose. À cause de ça, ça me donne 1 million de pertes. Maintenant, si je prends un projet pour le IAM, je peux pas obligé de le faire complet. Un projet IAM, c'est énorme. Donc, on peut y aller par une partie du IAM. Dire que, bon, si je fais ce projet-là, je passe mon score de, mettons, 5 à intermédiaire qui serait, mettons, je le monte à 10. Bon, ce pointage-là, j'ai investi 200 000.
200 000, mais mon risque résiduel qui arrive quelque chose, je passe d'1 million et je descends à 500 000. Et mon 200 000 est rentable. C'est ce qui permet, quand on va bâtir ces analyses-là, c'est d'y aller avec un fair value, mais de monter vraiment un projet qui démontre la maturité que tu as, la progression de ta maturité, puis pour chaque point de maturité que tu vas croître, l'impact financier que tu as au niveau de tes risques. C'est le but finalement, c'est d'arriver avec des projets. Et comme je disais, c'est toujours projet par projet. Ensuite de ça, donc c'est ce que je voulais vous montrer finalement, c'est les risques et par rapport à l'entreprise, il faut faire une balance là-dedans. On ne peut pas tout faire d'une shot et de mettre des valeurs. Donc c'est quoi finalement, en résumé, la méthodologie Zero Trust? Ben, c'est un state of mind, donc c'est une façon de penser qui permet d'enabler la business à réaliser ce qu'elle a à réaliser. C'est une architecture, on fait des procédés, des technos, c'est pas un produit. Je reviens encore à dire, c'est pas un produit. On va utiliser des produits, mais qu'un manufacturier vous dise je suis Zero Trust, mon produit, c'est ça que ça fait que c'est Zero Trust. Non. On va prendre un ensemble de technos et de procédés pour arriver à ça. Ça implique la gouvernance, ça implique un paquet de choses au niveau de la direction. C'est pour réduire la complexité, puis c'est une expérience qui est unifiée. Donc, on va augmenter notre productivité et la flexibilité à l'entreprise en tant que telle. Je me répète, gouvernance, on passe au niveau de la direction. Encore une fois, c'est impossible de penser qu'on peut tout faire pour s'amener à un Zero Trust. Il faut y aller par projet, des objectifs qui sont clairs pour être capable d'avancer là-dedans. Puis, je vous remets à la balle à notre ami Ludovic. Oui. Merci Roger. Donc, on a pu voir les défis, on a vu donc la méthodologie. Maintenant, comment on va mettre tout ça en musique? Ça, donc, c'est l'écosystème Novipro. Donc, on voit que la donnée donc, est bien au centre. Ensuite, on va garantir un plan de continuité aussi bien sur la partie TI que sur la partie TO, et le tout avec un plan de gouvernance. Donc, le plan de gouvernance, c'est tout simplement de vous aider avec un audit, avec la création d'un plan pour pouvoir voir les priorités. Donc les priorités d'investissement, donc sur du long terme, quelles priorités pour pouvoir garantir la sécurité de mon entreprise. Donc bien sûr le tout sur on va utiliser bien sûr des outils, des manufacturiers, des outils pour pouvoir garantir ce plan de continuité, avec de la détection, mais aussi des réponses, parce qu'on peut avoir donc des notifications, des détections, mais si il est 3 heures du matin et qu'on n'a personne, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on va aussi apporter des réponses afin d'automatiser le tout. Voilà comment le groupe Novipro va pouvoir vous accompagner donc, sur l'élaboration d'un plan de continuité sur la cybersécurité. Bien, merci beaucoup, messieurs, Ludovic, Roger. Rarement on va avoir vu un webinaire aussi utile avec vos questions et que les participants ont pu faire justement une analyse de la maturité de leur processus de cybersécurité. Merci infiniment. On est rendu à la période de questions, c'est pas terminé. On avait une question que Christian avait écrite, je pense, un peu au milieu de votre présentation, messieurs. Christian se demandait, est-ce que pour vous, le VPN est considéré crypté? Surtout, c'est une question d'actualité. Hein, Ben, VPN doit... effectivement, le VPN est un trafic, c'est une communication qui est encryptée. Doit être aussi être monitoré. Mais en fait, quand on fait un VPN, si je prends un VPN, mettons, aujourd'hui, là, je suis en télétravail, je dois me brancher en VPN pour travailler au bureau. Le VPN, la communication VPN est terminée au niveau du firewall, donc, ou un concentrateur VPN. Donc, normalement, ma communication cryptée est décryptée rendue sur le réseau. Dans ce cas-là, ben, je n'ai pas besoin d'aller lire le crypté parce qu'il est rendu sur le réseau. Si j'ai mis des outils en place pour scanner ce qui se passe à l'interne, je vais voir ce qui se passe. Par contre, dans d'autres cas, je vais avoir un VPN qui est établi à partir d'un poste qui est à l'intérieur du bureau pour se connecter à l'externe. Dans ce cas-là, oui.
Je dois, parce que la communication, moi, c'est la communication interne sur le réseau qui est cryptée que je dois comprendre. Donc, dépendamment d'où ce que vient la source et la destination, il faut le regarder. Oui. D'accord. Sébastien a quelques questions. Hein. Vous avez parlé d'ingénierie sociale à plusieurs reprises. Je pense qu'on en parle de plus en plus, effectivement. C'est quelque chose là, qui vraiment va être de plus en plus étudié, analysé et chercher des solutions. Justement, une des solutions, on sait, c'est la formation des usagers. Basé sur votre expérience, Sébastien se demande quelle serait, d'après vous, la meilleure méthode de formation pour les usagers. En termes de sensibilisation, effectivement, il y a plusieurs techniques hein, pour pouvoir sensibiliser les personnes. C'est vrai que nous, ce qu'on préconise, c'est bien sûr d'apprendre aux personnes par le biais de formation, etc. Donc, en fait, on va avoir des outils qui vont permettre tout simplement de créer des fausses campagnes de phishing pour les employés. Si l'employé donc clique sur cette page, il doit suivre obligatoirement donc une formation. Et, donc on voit des taux de réussite à 80% par la suite parce que la personne donc ne reclique pas parce que fait attention au futur mail. Donc ça aide vraiment à la sensibilisation des employés. Puis j'enchérirai avec la partie, excuse-moi, ça c'est la formation usagée. Il y a vraiment un programme aussi de sensibilisation ou de conscientisation à faire au niveau de la direction des entreprises. Souvent, la direction des entreprises ne semble pas être consciente des risques à l'entreprise en tant que telle. Donc, il y a un programme, ça c'est vraiment une éducation, c'est de faire comprendre, dans le fond, le risque assessment va souvent aider à le faire comprendre. Hein. Exactement. Puis vous l'avez mentionné, hein, parce que moi, je dirais, je suis un néophyte en cybersécurité, mais je suis un usager. Vous avez très bien dit, on a compliqué la vie depuis les dernières années, la vie des usagers. Donc, la formation, vous avez regardé avec qu'est-ce que NIST a proposé, 15 caractères au niveau du mot de passe. Effectivement, on le ressent en tant qu'usager, c'est de plus en plus compliqué. On augmente les risques plus que c'est compliqué. Puis ça revient un peu à la question de Sébastien. Justement, on fait de la formation, mais pour maintenir un message clair, j'aurais une double question. Ma question avec celle de Sébastien, ma question c'est, est-ce que si on simplifie justement la sécurité au niveau des usagers, au niveau du mot de passe, à ce moment-là aussi, comment est-ce qu'on peut maintenir un message clair de l'autre côté, comment dans la formation? Je ne sais pas si vous comprenez un peu, là, je mélange un peu les questions en deux. Là, si je fais assez simple, c'est quoi les rappels de formation qu'on peut faire pour maintenir un message clair au niveau de la formation? Et de l'autre côté, si on va vers la simplification de la sécurité provenant de l'usager, est-ce que ça va changer au niveau de la formation? Ben, en fait, la partie, le programme de sensibilisation que Ludovic parlait, qui est au niveau des phishing tests, puis de s'assurer que l'usager n'est pas là-dessus, doit être fait 1 à 2 fois par année facilement, et même dans certains cas, c'est continuel. C'est-à-dire qu'on met des outils en place et il y a toujours un outil qui est en place qui va s'assurer que l'usager ne clique pas des choses qu'il n'aurait pas à cliquer, ne devrait pas cliquer. Par contre, le programme de conscientisation, de dire à l'usager par rapport au mot de passe, ces choses-là, c'est quelque chose qui doit être réfléchi assez souvent. Dans certains cas, c'est vraiment, écoute, on va avoir des posters des entreprises, des différents rappels continuels à l'usager que c'est important et que l'impact peut être majeur. Hein. Justement, Jean-Jacques, pour faire suite à ce que vous dites, se pose justement la question, est-ce qu'il existe une norme de référence pour communiquer clairement au niveau du public? Ben, une vraie norme en tant que telle, écoute, NIST a beaucoup de réglementations. D'en trouver une au niveau de la communication. Donc, faut en trouver une qui répond aussi aux besoins de l'entreprise. Mais ça, il y a plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a une vraie norme de communication usagée. Moi, j'en ai pas vu en tant que tel, pour être honnête avec vous. Puis, il y a une question qui revient souvent, hein, Sébastien l'a mentionné, comment faire comprendre à l'entreprise que la sécurité est un sujet important
et qu'il doit être pris au sérieux, autrement dit. C'est le risk assessment. Dans le fond, l'analyse, quand on fait, exemple, ce modèle de maturité-là qui est quand même relativement rapide à faire, mais après ça, quand on commence à mettre des dollar value, donc des valeurs à une panne, à une attaque, comme je disais tantôt, que ce soit une panne que, OK, je suis non fonctionnel, mais je suis fonctionnel, mais ma réputation vient de manger une volée. Donc, à ce moment-là, quand on réussit à mettre des dollar value comme ça, pas juste un impact comme ça, mais un impact réputationnel, de livraison, contractuel. Mettons que mon entreprise, j'ai un client qui me demande de respecter telle ou telle réglementation. C'est un contrat qui, hey, ça fait moitié de mon chiffre d'affaires l'année prochaine. Puis finalement, ils me disent, tu ne respectes pas mes normes, fait que je t'enlève ton contrat, ou tu as une pénalité, ça fait mal. Il faut vraiment l'amener de ce côté-là parce que juste de dire, hey, c'est dangereux, ça ne donne rien. Sébastien et Dominique, les deux dernières questions qu'on a se rejoignent un peu en quelque part. Sébastien, lui, il va plus dans l'angle que, sachant que la sécurité est un domaine très vaste, et dans le contexte d'une petite PME avec peu d'employés, quel serait, d'après vous, le minimum à faire concernant la sécurité? On accompagne justement beaucoup de sociétés et beaucoup de PME, et c'est vrai que c'est un vaste sujet. Il y a beaucoup de choses dans la cybersécurité. Donc nous, en fait, il faut déjà étudier vraiment où s'il y a une attaque, est-ce que ça va être la ligne de production, est-ce que ça va être la donnée, etc. Donc il y a une étude à faire en amont avec la PME et de voir donc les points sensibles. Et une fois qu'on a tout ça, c'est là effectivement de créer un plan, de monter un plan de continuité des affaires et de monter ce plan en disant, ben voilà, on va commencer par ça, on va commencer par cette petite portion, et ensuite petit à petit évoluer pour en tout cas régler les cas d'urgence. Donc chaque personne ou chaque entreprise est différente et donc on accompagne chaque entreprise vraiment avec un audit particulier. Dernière question, on l'a vu hein, avec le coronavirus, c'est assez simple de le combattre. Hein, c'est une distanciation sociale, de se laver les mains, de faire attention. Mais Dominique se demandait, est-ce que vous avez un conseil simple à mettre en place aujourd'hui pour ceux qui sont en télétravail, justement? Un conseil? Pour garder la sécurité, pas au niveau du coronavirus, hein, mais au niveau de la cybersécurité, parce qu'à la télé, on nous parle beaucoup de se laver les mains, des choses comme ça, mais on est tous en télétravail actuellement. Est-ce que vous avez un bon conseil? Un conseil, j'ai un peu de misère, mais parce que selon les entreprises, ça varie. Hein. J'ai des clients qui sont en architecture, qui utilisent du CAD, qui sont obligés de traîner le PC chez eux. Ou d'autres vont utiliser le PC à la maison. Fait que si c'est vos équipements personnels d'entreprises qui sont rendus en télétravail, c'est d'avoir les outils en place pour gérer vos PC, même quelque localisation qu'elles soient. Et quand vous vous branchez en VPN, que les communications soient scannées en tant que telles. Donc, les PC qui sont utilisés doivent continuer d'être mis à jour, les antivirus sont scannés, ces choses-là. Si on utilise, idéalement, quand on travaille en VDI, mais encore là, il faut s'assurer que ce soit protégé. Si on utilise des PC personnels de la maison, de pousser des logiciels de gestion. Il faut les gérer aussi. De laisser un PC personnel embarqué sur le réseau de l'entreprise, c'est mortel. Je rajouterais vraiment aussi, lorsqu'on est en télétravail, donc on n'a plus le service informatique, etc., pour pouvoir nous aider sur certaines choses, de vraiment faire attention, parce que donc là, eux, les hackers, continuent à envoyer des attaques. Donc, de vraiment faire attention aux mails qu'on reçoit, si ce n'est pas du phishing. Attention au site internet, de bien voir qu'il est bien protégé pour ne pas rentrer ses codes pour accéder au cloud de l'entreprise. Voilà, donc vraiment de faire beaucoup plus attention à tout ce contexte qui aurait pu être réglé quand on est dans l'entreprise, parce que là, on appelle une personne de l'informatique. Donc là, vraiment faire attention à ça.
Donc, il doit y avoir quand même, parce que si je prends mon exemple avec moi, il doit y avoir quand même des processus qui sont faits pour mettre à jour les protections. Donc, quand on se rebranche le lendemain au VPN, la mise à jour au niveau de la sécurité de l'information, elle est faite automatiquement. Oui, il y a différents. Les outils, l'idée, c'est dépendamment comment les logiciels sont configurés, les PC, même si on est à la maison, ils peuvent être mis à jour. Donc, que ce soit au niveau des patchs, comme on parlait tantôt, puis au niveau de la gestion des usagers, des mots de passe, c'est important. Si on a un programme de IAM en place ou sur le bord d'être en place, peut-être accélérer un peu le processus d'authentification à multiples facteurs. Parce que ça demeure un risque. Le PC est à la maison, on peut se brancher sur le réseau, personne ne ferme pas le PC. C'est quelque chose de très, très facile à faire, fermer le PC ou se débarquer du réseau, là, pas le laisser ouvert. Oui, effectivement. Effectivement. Regardez, je disais la dernière question, mais Nabil a une bonne question, puis une question qui revient hein, quand on parle de la sécurité du cloud, justement. Est-ce que quand justement le cloud est géré par une entreprise tierce, comme le Vipro, par exemple, est-ce qu'il est sécurisé automatiquement? Ben, la plupart du temps, les environnements cloud sont plus sécuritaires qu'un environnement personnel. Surtout pour une PME. Si on parle d'une PME où tu as 50, 100 personnes, il n'y a pas personne dans cette entreprise-là qui va être un spécialiste au niveau de la sécurité et qui va avoir mis, cette entreprise-là n'aura jamais mis autant d'argent et d'investissement temps pour arriver à un environnement sécuritaire qu'un cloud provider. Donc, de ce côté-là, effectivement, au début, il y a quand même des choses auxquelles il faut penser au niveau de la sécurité des données dans le cloud, mais normalement, les données sont plus sécuritaires dans le cloud. Parfait, bien, merci beaucoup. J'avais une petite question, mais je pense que je vais l'oublier. Je me demandais combien ça coûte par année un Ninja pour protéger notre entreprise, mais je pense qu'on va y aller avec d'autres choses qu'un Ninja. Merci beaucoup, messieurs, Roger Ouellette et Ludovic Feder, pour ce partage d'expérience. Ça a été très généreux, comme je disais, ça a été un webinaire là, qui les gens vont ressortir avec vraiment une grille d'évaluation sur la maturité de leur sécurité de l'information, ce qui est très important dans ce temps ici. Merci également à vous tous d'avoir participé et d'être restés pendant votre heure de lunch avec nous. N'oubliez pas de remplir le questionnaire au moment de quitter la plateforme du webinaire en cliquant sur le lien qui se trouve présentement à l'écran. Vos commentaires, vous le savez, sont très précieux pour nous. Ils nous aident à offrir des contenus alignés à vos enjeux. Donc, merci encore et au plaisir de vous retrouver à une prochaine fois. Merci.